Bonjour, je suis Sandra Coudon. Je vais vous présenter le titre CRH, donc chargé des ressources humaines. Je voudrais tout d'abord m'assurer que tout le monde m'entend. Est-ce que vous pouvez, dans le chat, me mettre un petit mot pour me dire si vous m'entendez, s'il vous plaît? Très bien. Donc, nous sommes avec Ouda Mefta, Pierrick Ralit. Je vous souhaite la bienvenue. Je vais commencer la présentation. Je vous invite à noter vos questions. Très bien, merci Christine Delettre de nous avoir rejoints et aussi Aline Langlois. Bienvenue. Donc, lorsque vous aurez des questions pour moi, vous pourrez les poser justement dans le chat. Ça me permettra de vous répondre. On va marquer des petits temps pour répondre aux questions. On ne va pas tout garder pour la fin parce que sinon, ça ferait beaucoup trop de questions pour la fin. Donc, je vous demanderai régulièrement si tout est clair, si vous avez compris, si vous avez des questions et on communiquera de cette façon. Vous en êtes d'accord ? Très bien. Alors, on va démarrer. Vous voyez bien mon écran déjà, pour commencer? Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui. Alors, on va juste faire ceci. Je vais masquer le panneau de configuration. Juste le temps. Voilà. Donc, nous démarrons. Le titre chargé des ressources humaines, qui est un titre de niveau 6, enregistré au RNCP sous le numéro 36 995 en date d'octobre 2022. C'est un titre qui est éligible au CPF. Alors, lorsqu'on démarre ce type d'information, on vous donne quelques chiffres sur le groupe IGS. Donc, c'est 45 ans de formation et d'innovation pédagogique. Le groupe IGS, on existe depuis 45 ans. Nous formons par an 15 000 personnes, dont 8100 alternants. Je ne vais pas vous détailler tous les chiffres, mais on va en prendre quelques-uns qui sont représentatifs. Nous avons 9 écoles, 5 centres de formation et 8 filières jusqu'au bac plus 8. On peut aussi regarder les entreprises qui sont prêtes à recruter après une formation au groupe IGS. 92% des entreprises nous font confiance et recrutent des stagiaires issus de nos formations. Voilà pour quelques chiffres. Le titre que vous allez préparer, pour lequel vous souhaitez postuler, fait partie du pôle formation continue, qui comporte 3 filières de formation, donc la filière ressources humaines, management et relations clients marketing. C'est à la fois 20 titres à l'AFC qui sont RNCP jusqu'au niveau 7, un certain nombre de certificats de bloc de compétences, à peu près 80, 3 campus, un à Paris, un à Lyon, un à Toulouse, et 2000 personnes que nous accompagnons par an dans le cadre de la formation continue. Nous accompagnons tout type de candidats et nous portons une attention toute particulière au suivi des apprenants qui sont en situation de handicap. Donc pour ça, nous avons une cellule qui s'appelle HandiGS,
donc la mission handicap du groupe IGS, qui s'occupe de recruter, accueillir des stagiaires en situation de handicap, les accompagner dans la recherche d'entreprise pour les alternants et les apprentis pendant leur formation. On est aussi capable d'aménager les espaces de cours, les temps d'évaluation, par exemple, si vous êtes, si c'est nécessaire, si vous êtes en situation de handicap. Et en tout cas, c'est important parce que au moins, ça vous montre qu'on est sensibilisé à ce sujet qui reste vraiment d'actualité et sur lequel nous avons également des comptes à rendre au niveau Calliope, par exemple. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Donc, au cas où vous seriez concerné, vous pouvez en informer la responsable formation qui sera la vôtre, alors en l'occurrence moi, et également prendre contact avec la cellule auprès de Aude Ménène, qui est responsable et qui est le contact de la cellule en IGS. Voilà, cette information est importante. Les objectifs de la formation. Alors, le chargé des ressources humaines intervient dans la gestion opérationnelle des ressources humaines pour l'ensemble des champs d'intervention, de l'administration du personnel jusqu'à l'administration des relations sociales. Il est important qu'il ait une expertise transverse dans le domaine de la gestion et de la digitalisation de l'information et des processus RH. Ce sont des sujets qui sont vraiment d'actualité et pour lesquels vous êtes préparés en formation. Les trois principaux objectifs, c'est vraiment de maîtriser les aspects opérationnels, les outils de gestion, le système d'information, d'accord, pouvoir les intégrer dans la gestion des ressources humaines. C'est aussi appréhender les environnements de la digitalisation de l'entreprise pour comprendre comment les managers et les hommes peuvent être impliqués dans cette digitalisation et vous aurez un rôle vraiment important à jouer pour mobiliser, j'ai envie de dire, les troupes dans cet enjeu de digitalisation. C'est aussi devenir un référent clé pour la mise en œuvre et l'optimisation du SIRH au sein de l'entreprise ou d'un CSP. Alors, jusque-là, par rapport aux objectifs que j'ai décrits, est-ce que ces objectifs sont clairs pour vous? Très bien, merci. Alors, on continue et on passe. On passe à la suite. Alors, le titre se présente sous deux modalités d'apprentissage. En fait, vous pouvez obtenir ce titre via deux modalités d'apprentissage et de rythme de formation. En temps plein, c'est un titre qui existe en temps plein et qui existe aussi via les certificats de bloc de compétences. En temps plein, sa durée est de 4 mois, 4 mois de formation théorique qui dure 361 heures. La formation théorique, vous la faites à l'IGS, vous venez 4 mois en continu. Vous êtes en temps plein présent sur le site de formation. Ce titre est assorti de 2 mois de stage en entreprise qui représentent 280 heures. Et ces 2 mois de stage sont 2 mois de stage obligatoires pour l'obtention du titre. Ce stage, c'est vous qui le recherchez, ce qui vous met d'emblée dans une démarche de recherche d'emploi, puisque la recherche de stage se fait de la même façon. C'est vous qui le recherchez et il n'est jamais trop tôt pour commencer. À partir du moment où vous êtes sûr de votre projet, à partir du moment où vous avez déposé votre dossier de candidature, que vous avez connaissance de votre admission, eh bien, il n'est pas trop tôt pour commencer à prospecter pour votre stage. Donc, formation théorique et stage, en totalité, 641 heures à passer
avec nous pour obtenir le diplôme. En termes de rythme, vous avez cours du lundi au vendredi. Alors, les cours démarrent à 9h30 et se terminent à 17h30. Sur certaines journées, ça peut varier, ça peut finir un peu plus tôt, ça peut finir un tout petit peu plus tard, mais globalement, votre temps de formation sera celui-ci. Vos horaires de formation seront bien 9h30 à 17h30. Nous avons parlé de deux modalités d'apprentissage. Donc, la deuxième modalité d'apprentissage, c'est les certificats de bloc de compétences. Les certificats de bloc sont au nombre de 5. Ce sont 5 certificats qui sont proposés et issus des blocs de compétences du titre. Le titre, lui, est composé de 5 blocs qui sont indépendants, qui ensemble donnent le diplôme, mais qui peuvent être suivis de façon tout à fait indépendante. Ils sont composés de plusieurs petits modules qui sont issus du parcours de formation, et chaque bloc peut être validé et cumulé donc capitalisé, hein, c'est ce que ça veut dire, cumuler, capitaliser pour obtenir le titre. Vous pouvez en faire 3 cette année, en faire 2 l'année prochaine, et puis vous dire à un moment, ben, je souhaite avoir le diplôme lui-même et non pas seulement les certificats. Eh bien, dans ce cas, il faut passer par la capitalisation et nous contacter pour pouvoir poursuivre la démarche et obtenir le titre. D'accord? Est-ce que ceci est clair par rapport au rythme, au stage et au bloc de compétences? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Très bien. Si c'est clair pour tout le monde, merci. On va continuer. Alors, c'est très clair. Le stage sera-t-il rémunéré? Ça, c'est une bonne question. Alors, la question, ce ne sont pas des stages rémunérés, ce sont des missions en entreprise que vous avez, et à partir du moment où votre mission en entreprise va dépasser les 2 mois, c'est avec l'entreprise que ça se voit. C'est une question de gratification, on va dire. C'est avec l'entreprise que ça se voit. Mais nous, lorsqu'on vous remettra la convention du stage qui devrait être signée, donc qui va vous lier, nous lier à l'entreprise, on ne fera pas apparaître de question de rémunération ou de gratification. C'est quelque chose que vous voyez avec l'entreprise et qui ne peut pas apparaître dans la convention. Dans la convention de stage. D'accord? Est-ce que ma réponse vous convient, Annie? Aline Langlois? Très bien? Parfait. Donc, on poursuit notre présentation. Alors, les principes de la capitalisation. Je vous en dis quelques mots. Tous nos programmes sont soumis à cette question de capitalisation, d'accord? Tous les programmes de la formation continue. Ils sont articulés tous en blocs de compétences, comme je viens de vous l'expliquer, d'accord? Alors, qu'on appelait avant, comme vous le voyez sur ma présentation, j'ai omis ce petit changement à cet endroit. On les appelait certificats de maîtrise de compétences, mais aujourd'hui, on les appelle certificats de blocs de compétences, d'accord? Donc, je ferai la correction avant de vous envoyer la présentation. Ils sont tous composés de la même façon et ça permet d'obtenir le diplôme en phase avec la réforme de la formation professionnelle continue. Ça permet une réelle individualisation du parcours et ça vous permet aussi de construire votre parcours à votre rythme,
sur une durée qui correspond à la validité du référentiel de compétences, sur une durée qui correspond aussi aux exigences, à vos exigences professionnelles, personnelles à ce moment-là. Et c'est vraiment une double logique, reconnaissance donc du titre et acquisition des compétences à un moment donné où professionnellement vous pouvez en avoir besoin aussi. Voilà ce qu'il en est pour le principe de la capitalisation. Pour vous, quel est l'intérêt de suivre le chargé des ressources humaines? Cette formation vous permet de développer une réelle expertise des domaines clés de la gestion administrative des ressources humaines. Ça, c'est vraiment très important. C'est un titre qui a plus une visée technique que très généraliste, même si nous avons voulu lui donner un peu plus de poids et le globaliser un peu, le généraliser un peu, mais vos domaines d'expertise vont vraiment être la paye, les relations sociales, la formation, le SIRH, d'accord, et toute la partie digitalisation. Vous aurez aussi un vernis sur le côté formation, recrutement. Donc formation, je vous l'ai dit, mais vous aurez aussi un vernis sur le côté recrutement qui est important, sur l'aspect de la gestion de projet, hein, puisque justement pour la mise en œuvre et l'optimisation du SIRH, vous allez certainement des fois vous retrouver en fonction de la taille de votre entreprise dans une posture de gérer le projet, de chef de projet. Et enfin, pour le plus gros bénéfice qu'on voit pour vous, c'est la capacité à assurer votre employabilité, puisque le programme répond aux attentes des entreprises qui souhaitent mettre en place cette digitalisation et ce SIRH performant. Donc, ça vous positionne autrement, de façon en interne, donc dans votre entreprise et aussi à l'extérieur, parce que avec ce type de compétences, vous êtes suffisamment armé pour répondre à des métiers qui sont un peu en tension. Le dernier avantage que nous y voyons, c'est le réseau. La possibilité pour vous d'intégrer un réseau de 19 000 diplômés IGS qui sont aujourd'hui cadratifs de la fonction RH et qui exercent dans divers secteurs d'activité, un peu partout dans la fonction et qui représentent un énorme réseau auquel vous appartiendrez lorsque vous serez diplômé en tant qu'alumni et que vous pourrez solliciter. Les bénéfices, pour vous, on les a vus, mais pour l'entreprise, bah, écoutez, c'est un peu le pendant, ça va un peu de soi, c'est avoir l'assurance de bénéficier de ressources opérationnelles qui sont immédiates, que l'entreprise peut de suite mobiliser après votre formation, puisque vous allez suivre un titre qui est opérationnel. On est dans le comment on fait. Donc, dans le comment on fait, on est plutôt dans la maîtrise de l'ensemble des opérations qui sont attachées au RH, les opérations de paye. Vous serez en capacité de faire une paye, de pouvoir la contrôler, de pouvoir opérer des erreurs et de mobiliser vos équipes sur les différents aspects de la paye. Idem pour la formation, pour le recrutement et les différents autres modules que vous allez étudier. Pour l'entreprise, il est important aussi de disposer de compétences clés pour la mise en œuvre de ce SIRH qui est innovant, qui sera innovant, qui va devoir intégrer la digitalisation et l'optimisation des processus opérationnels de la fonction RH. Donc, vous aurez ces compétences clés et votre employeur s'appuiera sur vous pour pouvoir utiliser et mettre en œuvre ces compétences clés. C'est la capacité à interagir avec l'ensemble des fonctions de l'entreprise. En disant ça, on voit que ça fait de vous une fonction assez centrale. C'est partager des savoir-faire relationnels et opérationnels avec une grande capacité d'anticipation. Ça, c'est quelque chose qui sera qui va un petit peu s'imposer à vous
j'entends la capacité d'anticipation au sein même de la formation, dans votre façon de vous organiser, de travailler, d'anticiper, mais c'est aussi se professionnaliser que de savoir anticiper. Donc, les savoir-faire relationnels, parce que vous aurez aussi des modules comportementaux qui vont vous aider sur ces savoir-faire relationnels, et les savoir-faire opérationnels, mais c'est tout ce que vous aurez appris pendant les cours. Alors, comment vous allez apprendre? Ce qui sont les principes pédagogiques. Les modules vous sont enseignés par des intervenants. Ce sont des professionnels des métiers des ressources humaines. Ce sont des professionnels en poste ou à leur compte, donc qui ont une grande sensibilité et une vraie connaissance, une vraie expertise des métiers des ressources humaines, puisqu'ils, pour certains, ils sont encore sur le terrain, ils pratiquent, donc ils auront beaucoup de choses à vous apporter. Ils auront des choses à vous apporter, mais pas que eux. Entre vous, en tant que promotion, en tant que professionnel, il va y avoir des échanges entre vous, les intervenants, et les participants, qui vont permettre d'illustrer de façon très concrète les situations, qui vont permettre de rapprocher des représentations diverses des sujets qui sont traités, parce que même si vous êtes en reconversion, parce que le titre est ouvert à la reconversion, la formation est ouverte à la reconversion, mais vous aurez une expérience professionnelle et une représentation de ces sujets, et des fois même plus qu'une représentation, vous aurez peut-être déjà pratiqué. Donc la mise en commun de toutes ces connaissances et de toute cette expérience, les échanges vont permettre d'illustrer les situations et vont vous permettre d'apprendre. La pédagogie que nous mettons en œuvre s'appuie sur toutes ces mises en situation, certes, mais aussi sur des cas concrets. Donc, il y aura des cas d'entreprise qui auront été revus de façon à vous proposer des situations et des cas d'entreprise réels pour que vous puissiez vous exercer et qu'on ne parle pas de choses abstraites, mais vraiment de choses concrètes qui vous permettent de mettre en œuvre les compétences que vous aurez apprises. C'est un parcours multimodal qui est intégré sous forme de modules, des modules en présentiel et des modules à distance via notre plateforme Mon Campus, la plateforme RiseUp. Vous aurez dans votre parcours très certainement, et c'est quasi sûr, des modules digitaux qui vous mettront dans une situation d'apprentissage un peu en autonomie. Ils serviront des fois de travaux préparatoires pour aborder le module en présentiel, mais il est très important aujourd'hui que vous soyez sensibilisés à cette question du distanciel, du digital, puisque, on l'a dit déjà tout à l'heure à plusieurs reprises, ça fera partie même de votre du travail que vous aurez en entreprise, et c'est un atout pour votre employabilité. Ces principes pédagogiques s'appuient aussi sur des accompagnements collectifs et individuels. Alors, on va dire que lorsque vous êtes en cours en salle, vous êtes en accompagnement collectif. Lorsque vous serez en méthodologie, vous êtes en accompagnement collectif. Mais aussi, vous pourrez être en accompagnement collectif avec votre responsable formation et en accompagnement individuel également avec votre responsable formation ou avec votre enseignant, votre intervenant. D'accord? Donc, on favorise toujours les deux, mais pendant toute la formation. Alors, l'un pour vraiment pouvoir vous soutenir de façon individuelle, parce que les cursus, vous avez vu, ils sont courts, le cursus est court, mais il est très intense, donc il faut pouvoir gérer l'ensemble, la famille, la formation, reprendre les études si pour certains, ça n'a pas été le cas depuis longtemps. Donc, voilà, ça nécessite un accompagnement d'un peu tous les instants pour s'assurer que vous allez réussir de façon très concrète, s'assurer que vous allez réussir et qu'on s'assure que votre projet professionnel est respecté, qu'on est toujours en phase avec votre projet professionnel et vous aider à le réaliser, ce projet professionnel. Ensuite,
Voyons, est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que les éléments vous semblent clairs? Est-ce que vous avez des questions à me poser sur ces principes pédagogiques? C'est bon. D'accord. Donc, si c'est bon pour tout le monde, on continue. Alors, j'ai dit tout à l'heure, on va parler des évaluations parce que je vous ai cité le projet professionnel, je ne vous ai pas cité les évaluations, mais c'est aussi un accompagnement pour ces évaluations, mais on va s'y attarder un petit peu tout à l'heure. Alors, quand il veut, il passe au suivant. On va parler des blocs de compétences. Je vous ai dit qu'il y en avait 5, mais maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et puis les nommer. Donc, 5 blocs de compétences. Le premier, c'est un bloc qui concerne la gestion de l'administration des ressources humaines de l'organisation et le reporting RH. Il s'appelle gérer l'administration des ressources humaines de l'organisation et le reporting RH. Le bloc 2, c'est un bloc sur la paye, c'est piloter l'activité paye. Le troisième bloc, c'est gérer la formation. Le quatrième bloc, c'est piloter le processus de recrutement et d'intégration. Le cinquième bloc, gérer le système d'information RH, donc le SIRH, et contribuer à la transformation digitale des activités RH. Alors, on parle depuis tout à l'heure pas mal de transformation digitale de SIRH, mais vous voyez, vous avez vraiment un bloc qui est consacré à ce sujet, c'est vous dire à quel point il est important. Donc, ces 5 blocs, plus le dossier professionnel que vous aurez à rendre à la fin de la formation, vous permettre d'obtenir le diplôme. D'accord? Donc, c'est validation des 5 blocs de compétences plus validation du dossier professionnel. On en parlera un peu plus en détail. On va rentrer dans le détail des blocs. Alors, il y aura beaucoup d'informations dans le détail des blocs. Je ne vais pas tout vous énumérer, mais on va regarder les modules et quelques grandes compétences à acquérir pour chacun des blocs. Donc, dans le premier bloc, les compétences visées, c'est-à-dire, quand je dis compétences visées, ça signifie ce que vous devrez être capable de faire à la fin de ce bloc. C'est sécuriser la relation contractuelle entre l'employeur et le salarié. D'accord? Donc là, on parle de droit individuel du travail, de contrat de travail, d'administration du personnel. C'est gérer les déclarations et formalités de l'embauche à la sortie, garantir la mise à jour des dossiers et du registre du personnel dans les délais légaux, informer les collaborateurs sur les questions relatives à leur suivi contractuel et à leur vie en entreprise. Donc, pour vous aider à acquérir ces compétences à l'issue du bloc, on vous enseigne les modules qui sont présentés à côté, c'est-à-dire maîtriser les aspects individuels du droit social. Ben oui, parce que si on veut faire des contrats de travail, eh ben, il faut connaître le droit individuel, le droit social individuel. Gérer l'administration du personnel, là aussi, contrat de travail, embauche, c'est lié. Déployer une politique HSE inclusive. Administrer les IRP et le dialogue social. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une partie droit. C'est mettre en œuvre le reporting social et mettre en œuvre la veille sociale. Vous aurez aussi un travail de veille. Donc voilà, chaque bloc de compétences, donc les 4 prochains que je vais vous présenter, sont construits de cette façon. Les compétences visées et les modules qui vont aider à arriver à ces compétences. Chaque fois que vous aurez fini un bloc de compétences, il va y avoir une évaluation assortie. Bien évidemment, on vous apprend des choses, mais à un moment, il faut quand même qu'on vérifie là où vous en êtes des connaissances et des compétences. Et pour ça, ça passe par la bonne et vieille traditionnelle évaluation individuelle, de groupe ou
oui, individuel ou de groupe, on verra, tout dépend de comment est monté le planning, mais ça passe par là. Donc, voici le premier bloc. On va parler du bloc 2. Le bloc 2, qui concerne la paye, vous voyez, il y a beaucoup de compétences. Donc, c'est un bloc qui est important. Alors, on va aussi parler de nombre d'heures. Tenez, on va l'associer. Le premier bloc, je ne vous ai pas mis le nombre d'heures, mais le premier bloc est un bloc qui est à 98 ou 119 heures. Les deux premiers blocs sont des gros blocs. Ce sont des blocs à 119 et 98 heures. Donc, vous voyez, pour acquérir toutes les compétences que vous voyez inscrites sur le bloc 2, par exemple, qui est piloter la paye, on comprend bien qu'on est dans quelque chose d'assez lourd et d'important, puisque il faut concevoir la procédure de paye en tenant compte des spécificités de votre entreprise, des évolutions réglementaires, donc il y a de la législation, il faut savoir paramétrer un logiciel de paye, d'accord? Il faut pouvoir effectuer des opérations de contrôle du respect de cette procédure de paye que vous aurez mise en œuvre. Donc ça veut dire que potentiellement vous aurez une équipe à manager, peut-être. Contrôler la cohérence des bulletins de paye, donc ça c'est de la responsabilité. Anticiper un contrôle de l'administration, ben oui, parce que vous savez, on est dans une fonction quand même qui est soumise à des contrôles, comme toutes d'autres fonctions. Donc, il faut pouvoir anticiper ce contrôle de l'administration en tenant à jour ces dossiers, en sélectionnant des pièces justificatives, en respectant des procédures, en assurant du suivi, et aussi en sachant communiquer sur la lisibilité des dossiers. C'est pouvoir évaluer certains risques, d'accord, au travers d'audits et anticiper les impacts financiers, parce que lorsqu'on fait ces contrôles, lorsqu'on subit ces contrôles, eh bien, si on n'est pas en conformité, ça coûte de l'argent à l'entreprise. C'est organiser et réguler le travail d'une équipe. Hein. Je vous disais tout à l'heure que vous pourriez être en situation de manager une équipe en tenant compte des contraintes, de délai, de la charge de travail, mais tout en sachant mettre en place des indicateurs de performance collective et individuelle. Donc tout ça, on vous apprend à le faire, mais cette mission de management doit être faite dans un climat positif. C'est aussi mettre en œuvre un mode de communication qui favorise la confiance au sein de l'équipe paye pour pouvoir éviter les conflits et les dysfonctionnements. Donc, pour en arriver là, on va passer par 4 gros modules, j'ai envie de dire, qui seront réaliser et suivre le contrôle de la paye, gérer et contrôler les formalités sociales obligatoires, concevoir le processus de paye et quelques éléments sur les fondamentaux du management, parce que là, vous avez compris que vous ne serez en situation de manager. Voilà les 2 premiers blocs que je vous présente. Avez-vous des questions sur l'un ou l'autre? Parce que sinon, je ne vois pas. Non, on poursuit sur la présentation des blocs. D'accord. Alors, je vais juste vérifier que ça continue à enregistrer. D'accord, ça continue à enregistrer, parce que c'est important que vous puissiez le revoir, cet enregistrement, si besoin. Sur le bloc 3, qu'est-ce qui nous attend sur le bloc 3? Là, on passe sur le bloc gestion de l'information. Dans le bloc gestion de l'information, on va attendre de vous, on va pas passer, mais on va attendre de vous de pouvoir recueillir les besoins de formation des collaborateurs et des managers en utilisant des moyens de collecte qui seront à disposition, mais de façon à garantir l'exhaustivité des remontées des besoins en formation. Ce sera la capacité à hiérarchiser ces besoins de formation, d'accord, qui seront toujours en lien avec les grands axes stratégiques de l'entreprise, d'accord,
de façon à pouvoir être décliné au travers d'une GEPP, d'accord, en faisant attention à la politique RSE et handicap et à toutes les obligations légales éventuelles dans ces 3 domaines et dans le domaine de la formation. C'est structurer l'offre de formation, hein, pour alimenter un plan de développement des compétences. C'est penser à passer par la consultation du CSE, hein, ça, ce sont des choses que vous savez sans doute déjà. C'est accompagner les salariés dans la mise en œuvre de leur formation. C'est superviser cette mise en œuvre de la formation. Produire des outils de mesure, parce qu'on forme, mais il faut voir le retour sur investissement de la formation, mais aussi mesurer à quel point les collaborateurs ont été satisfaits de ces formations et à quel point elles sont mises en œuvre en situation de travail et transformées. C'est effectuer le traitement qualitatif et quantitatif des données de performance de la formation, donc c'est ce que je viens de dire en partie, et valoriser les indicateurs clés de façon à apporter une analyse qui est contextualisée et qui permet de répondre aux besoins de pilotage à la fois des acteurs et de développer une démarche d'amélioration continue. C'est un point important, ça. Pour cela, pour être capable de faire tout cela à la fin du bloc, eh bien, les modules que vous allez étudier, que nous allons vous enseigner, sont appliquer le droit de la formation, parce que pour faire tout ça, il faut connaître le droit de la formation et savoir l'appliquer. C'est déployer le plan de développement de compétences et mesurer la performance de la formation. Donc, les modules sont toujours en phase avec les compétences attendues à la fin du bloc de compétences. Le bloc 4, il porte sur le recrutement et l'intégration. Les compétences visées, c'est déterminer les besoins en recrutement. D'accord. Vous le faites en relation avec le management et vos clients internes. C'est identifier les spécificités des métiers et les compétences qui sont requises pour les postes. D'accord. Là, on est dans l'anticipation. Hein. C'est anticiper les postes vacants. D'accord, c'est anticiper l'accroissement de l'activité. Donc, tout ce que vous aurez vu avant est censé vous permettre de faire tout ça. C'est formaliser le contenu des offres de poste, d'accord. C'est mettre en œuvre une démarche de sourcing qui est optimisée, d'accord. C'est important, le sourcing, pour sélectionner les bons canaux, d'accord, et les relais de diffusion, bien évidemment. C'est optimiser le suivi des candidatures, et sécuriser l'intégration des collaborateurs en veillant à la mise en place de conditions matérielles et relationnelles qui sont optimales, de façon à ce que à respecter l'engagement de l'organisation et éviter les ruptures de période d'essai. Autant mieux que ceux que vous embauchez, au vu de ce que ça vous aura coûté de mettre en œuvre ces plans de recrutement, autant vaut mieux pouvoir transformer les périodes d'essai en CDI. Donc, sur la partie recrutement et intégration, nous allons nous concentrer sur 3 modules. Gérer le processus de recrutement, appliquer les techniques de sourcing et de préqualification et piloter le processus d'onboarding. Voilà pour le bloc 4. Le dernier, le bloc 5, gestion du SIRH et transformation digitale de l'activité RH. Donc ça, c'est quelque chose que je vous ai dit, j'ai répété pas mal de fois depuis qu'on a commencé. Les compétences visées, c'est vraiment identifier des besoins opérationnels en prenant compte des objectifs qui sont fixés par l'organisation RH. D'accord. Prendre en compte ce contexte de digitalisation, animer des groupes de projets. Donc, je vous ai dit en parlant de la digitalisation tout à l'heure que vous seriez certainement emmené à être dans une posture de chef de projet, d'accord, pour mettre en place le SIRH et accompagner dans ce contexte de digitalisation. C'est contribuer à la rédaction d'un cahier des charges, parce que oui, il faut bien évidemment un cahier des charges clair pour répondre aux besoins de l'entreprise et participer à l'amélioration de l'application et des fonctionnalités du SIRH. C'est analyser les solutions via des prestataires potentiels, d'accord,
en comparant l'offre et les moyens de votre grille d'évaluation, prendre en compte les critères du cahier des charges pour pouvoir sélectionner ces prestataires et faire une présélection et un comité de pilotage dans lequel les propositions soient les mieux adaptées aux besoins. C'est suivre la réalisation de la prestation externe et le recettage des différentes fonctionnalités, toujours en s'appuyant sur le cahier des charges. Donc, vous voyez à quel point il est important. C'est prévenir les écarts, c'est veiller à la livraison de la production et de 100% de fonctionnalité, mais dans les temps, dans un délai que vous aurez fixé et dans un budget qui aura été établi avec la direction, bien évidemment. C'est accompagner les collaborateurs dans l'utilisation de ce SIRH. Donc, il va y avoir une grosse partie d'accompagnement, une partie de faire adhérer et convaincre aussi les gens que ce SIRH est important. Pour cela, c'est mettre en place des dispositifs et des modes de communication, vidéo, des supports écrits par exemple, des outils d'assistance pour que les gens s'y retrouvent au départ, comment on utilise une FAQ, un guichet utilisateur, une hotline. Voilà, donc ça vous permet aussi d'être un peu créatif sur ces aspects-là. C'est animer des formations à destination des collaborateurs, parce que c'est vous qui allez leur expliquer comment ça fonctionne, pour faciliter la gestion des RH. Et donc, sur cette partie SIRH et digitalisation, transformation de la digitalisation, les modules qui vont nous aider à atteindre ces compétences sont au nombre de 3. Appréhender les fondamentaux de la gestion de projet, bah oui. Contribuer à un projet d'implantation d'un SIRH, déployer et assurer le suivi et la qualité du SIRH. Nous sommes au bout de nos 5 blocs de compétences. Donc, avez-vous des questions? De toute façon, vous aurez cette présentation. Vous pourrez prendre le temps de la lire dans le détail. Et puis, si vous avez des questions qui viennent par ailleurs, vous pourrez toujours rentrer en contact avec nos conseillères formation. Eh bien, je vois qu'il n'y a pas de questions. Je ne me trompe pas, non? Si vous êtes toujours avec moi, il n'y a pas de questions. On va passer à la suite. Il nous reste un petit quart d'heure pour pouvoir parler du système d'évaluation. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que chacun de ces blocs de compétences que je vous ai présentés faisait l'objet d'une évaluation. D'accord? Cette évaluation pourra se présenter sous forme d'une étude de cas. Donc là, pour le coup, c'est un gros cas d'entreprise avec un contexte, avec une situation bien donnée, qui sera bien évidemment une problématique, une situation qui sera bien évidemment alors soit en lien avec l'administration du personnel, soit en lien avec la paye, soit en lien avec la formation, avec le recrutement ou l'intégration, avec le SIRH. Pour chacun d'eux, un cas qui sera en lien avec le bloc qui est concerné par l'évaluation. Ou alors un serious game qui vous permettra de travailler sur une situation de façon un peu plus ludique, avec des fois des choix de réponse, des situations un peu, alors pas complètement pièges, mais des situations qui vous obligent à vraiment bien réfléchir pour pouvoir donner la bonne réponse, argumenter et donner des réponses cohérentes en lien avec le contexte. Ce pourra être des évaluations individuelles ou des évaluations collectives, ou les deux.
on peut mixer. Ça permet de ne pas faire des choses, permettez-moi, un peu plan-plan, où on s'ennuie, parce que même en étant en situation d'être évalué, et on peut aussi trouver du plaisir et s'amuser en groupe. Donc voilà, l'objectif, c'est toujours dans un contexte tout à fait bienveillant, d'aller vérifier que ce que vous avez appris, vous savez le mettre en œuvre dans un contexte spécifique et que vous êtes capable d'adapter les situations au contexte qui est présenté. Voilà l'objectif des évaluations. Donc, chaque bloc est évalué. Donc, 5 évaluations au total. Et au final, nous avons le dossier professionnel qui va porter sur une situation que vous aurez également identifiée, pour lequel vous aurez un accompagnement, vous aurez une méthodologie qui vous sera délivrée. Et ce dossier professionnel, vous le rendrez à une date donnée. Ensuite, il fera l'objet d'une soutenance orale qui sera programmée également, et que vous passerez devant un jury de 2 personnes, qui seront 2 personnes que vous n'aurez pas eues en cours, 2 personnes qui n'auront pas non plus été à l'origine de vos sujets d'évaluation, de façon à ce que ça soit quelque chose de neutre, mais toujours dans la bienveillance. Et il est absolument obligatoire de valider chaque bloc de compétences, plus le dossier professionnel, pour obtenir le titre. D'accord ? Le système d'évaluation, quand c'est marqué en dessous à titre indicatif, c'est simplement par rapport à la modalité d'évaluation qui sera choisie, soit serious game, soit étude de cas. Aujourd'hui, cela n'est pas tout à fait défini, mais voilà, c'est pas c'est pas le fait d'être évalué qui est à titre indicatif, ça c'est absolument obligatoire. Donc, est-ce que vous avez des questions sur l'évaluation, sur les évaluations? Alors, auriez-vous des... Ah, il y a une question d'Aline Langlois qui demandait: auriez-vous des référentiels de livres RH? D'accord. Alors, je reformule votre question. J'imagine que vous parlez de bibliographie d'ouvrages. Écoutez, oui, vous aurez par vos intervenants, au début de chaque bloc, ils vous proposeront des ouvrages que vous pourrez consulter à la bibliothèque, à l'infothèque, parce qu'il y a une infothèque à laquelle vous aurez accès, ou que vous pourrez acheter. Mais vous pouvez d'ores et déjà, comme vous êtes sur un titre qui couvre quand même des aspects opérationnel et assez généraliste de la fonction RH, vous pouvez, je vous en donnerai qu'un seul, vous pouvez étudier, lire déjà un ouvrage de Peretti, qui reste assez général sur les aspects de la fonction RH. Et si vous... alors, vous n'êtes pas obligé de forcément acheter des livres, vous pouvez aussi regarder les magazines, parce que vous avez plusieurs magazines du type Liaison sociale, vous avez des magazines spécialisés dans les RH, sur la fonction RH, plutôt assez simple et à lire et à comprendre, parce que c'est pas la peine d'aller rentrer dans des choses trop complexes, que vous pouvez étudier, et puis même regarder aussi sur Internet, voir ce que vous trouvez en termes de communication sur cette fonction RH, et puis toute la partie digitalisation. Aujourd'hui, si vous tapez digitalisation de la fonction RH sur Internet, vous aurez pléthore d'articles. Alors, il ne faut pas non plus s'enfermer tout le temps dans des livres. Vous aurez besoin à un moment de lire des livres, ils vous seront proposés. Mais là, pour votre information générale, je vous conseille plutôt d'aller sur la presse et sur des livres blancs. C'est intéressant aussi, les livres blancs. La question de Pierrick, c'est est-ce qu'il y a un rattrapage en cas d'échec à l'évaluation?
Ah, très bien. C'est une excellente question, Pierrick. Donc, je répète systématiquement les questions pour que tout le monde les entende. La question du rattrapage à l'évaluation, mais bien évidemment, pourquoi il y a un rattrapage à l'évaluation? Parce que ça reste un examen. Ça reste un examen avec un enjeu, quelque chose qui peut générer du stress, quelque chose sur lequel on peut avoir bien répondu sur une partie, mais pas très bien sur une autre, et donc qui fait qu'on ne valide pas la totalité. Et la deuxième chance existe. La deuxième chance existe. Et pour faciliter encore plus cette deuxième chance, votre responsable formation va vous transmettre votre copie. Les commentaires qui figureront sur votre copie vous aideront à orienter vos révisions. On vous laissera un temps de révision et vous pourrez ainsi programmer une date avec elle pour rattraper l'évaluation si vous n'aviez pas validé la moyenne qui est C, puisqu'on note en lettres, et la moyenne on note de A à E, et la moyenne c'est C. La moyenne correspond à 2, puisqu'on note sur 4. Si vous avez en dessous, eh bien, vous pouvez rattraper. Il n'y a aucun problème. C'est valable aussi pour le dossier professionnel. Voilà, l'évaluation, il faut un peu la dédramatiser. Je sais que c'est très simple à dire, moins simple à vivre quand on est en situation d'être évalué, mais il faut un peu la dédramatiser. On n'est plus au collège, on n'est plus au lycée, on est des professionnels en formation. Donc voilà, c'est là pour venir jauger, mesurer, et si on sent que vous êtes capable d'en donner un peu plus, eh ben, on vous emmène à en donner un peu plus au travers du rattrapage. Est-ce que ma réponse vous convient, Pierrick Rally? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Bon, très bien. Alors, concernant l'évaluation, j'ai aussi quelque chose à vous dire, c'est que vous êtes préparé à ces évaluations à la fin des modules, à la fin du bloc. Il y a toujours un temps avec des exercices d'entraînement, il y a toujours cette préparation à l'évaluation. Et tous les cas que vous aurez étudiés, tous les cas sur lesquels vous aurez été emmené à plancher, tous les travaux de groupe que vous aurez faits sont autant d'éléments qui vous préparent à l'évaluation du bloc. D'accord? Et bien sûr, je vais vous dire aussi quelque chose d'important, c'est que vous ne quittez pas votre module, vous ne quittez pas votre bloc sans avoir posé l'ensemble de vos questions à votre intervenant, sans vous être assuré d'avoir eu toutes les réponses pour vous permettre de bien comprendre et du coup de bien faire les liens et transposer. Voilà, nous fermons le sujet de l'évaluation et nous passons à un petit peu. Nous passons aux conditions d'admission. Alors, que faut-il pour pouvoir intégrer la formation? Il faut soit être titulaire d'un bac+2 minimum. Si vous avez bac+2 minimum et que vous avez 1 à 3 ans d'expérience professionnelle en gestion administrative, vous répondez aux conditions d'admission. Si vous êtes titulaire d'un bac seulement, on vous demande d'avoir 3 ans minimum d'expérience professionnelle en gestion administrative, non seulement, mais aussi en gestion des RH ou en gestion des RH. D'accord? L'un ou l'autre. Donc, c'est plus 1 an à 3 ans, c'est un minimum de 3 ans si vous n'avez que le bac. D'accord? Si vous n'avez pas le bac, nous pouvons procéder à une validation du niveau d'entrée. C'est un petit examen qui permet de pallier aux prérequis, puisque les 2 conditions que je viens de vous annoncer sont les prérequis. Donc cet examen nous permet de pallier aux prérequis. Il est valable chez nous. Chaque organisme a sa validation du niveau d'entrée. Si vous connaissiez le dispositif VAP avant, eh bien, c'est ce qui remplace pour vous permettre d'accéder aux conditions d'entrée. Le titre est ouvert à la reconversion.
d'accord, sous les deux conditions que je viens de vous émettre, de vous présenter. Ensuite, il faut remplir un dossier de candidature. C'est pas c'est pas l'étape à négliger, j'ai envie de dire, on va le dire autrement, on va le dire sur l'aspect positif, c'est vraiment l'étape sur laquelle vous devez concentrer vos efforts. La réalisation de votre CV, un CV suffisamment détaillé qui nous permettra de bien vous aider dans le choix et de bien nous voir si vous êtes en capacité à suivre cette formation. Un dossier de candidature complété, bien travaillé, détaillé, nous aidera aussi à mieux étudier votre candidature et à vous confirmer à la suite de l'entretien sur ce titre-là ou à vous proposer un autre titre. Ensuite, on vous demandera de réaliser un test de positionnement. Ce n'est pas un examen, c'est un test d'auto-positionnement qui est en lien avec les compétences du titre. C'est une série de questions où vous devrez tout simplement répondre. C'est du déclaratif, savoir si vous avez fait les choses, si vous ne les avez pas faites, si vous les avez réalisées en autonomie. Vous mesurez un petit peu votre niveau de réalisation ou de non-réalisation sur les différents modules et compétences du titre. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on vous envoie, que vous complétez. Et avec l'ensemble, c'est-à-dire CV, dossier de candidature et résultats du test de positionnement, on étudie tout. On vous propose un entretien d'admission approfondi pour pouvoir vous aider à prendre la bonne décision, voir si c'est le bon moment pour cette formation, voir si votre projet professionnel est abouti. Si vous avez travaillé ce projet professionnel, il est important en fait d'aller aussi se renseigner, de faire sa petite étude de marché, qu'est-ce qui est attendu sur le marché, qu'est-ce que c'est que ce métier de chargé des ressources humaines, qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce qui fait, voilà. Menez votre petite enquête aussi de votre côté, c'est important et ça nous montre que vous avez vraiment mûri votre projet professionnel. Donc, cet entretien n'est pas un entretien d'embauche, c'est un entretien qui doit se passer dans la transparence. Nous, on vous donne des éléments, mais vous, il faut que vous nous en donniez aussi de votre côté pour qu'on puisse vous aider à prendre la bonne décision. Il y a deux étapes clés dans votre phase de candidature et d'admission. C'est valider votre mode de financement. Ça, c'est très important. Nous, si on vous admet et que vous n'avez pas de financement, voilà, le projet ne peut pas voir naissance. Donc, il faut vraiment penser à votre financement assez tôt. Vos conseillères formation vous le rediront et elles sont là aussi pour vous aider sur cet aspect de financement. Et la candidature, là, je viens de vous dire tout ce qu'il fallait pour le dossier de candidature à compléter, le CV et l'entretien d'admission. D'accord? Donc, ces deux étapes-là sont vraiment importantes. Sur les conditions d'admission, avez-vous des éléments que vous souhaitez que j'éclaircisse? Est-ce que vous avez des questions? Non? C'est clair ou pour tout le monde? D'accord. C'est-à-dire, c'est clair pour Monsieur Ralit. Ça doit l'être aussi pour les autres. De toute façon, si vous avez des questions par rapport à cela, c'est clair aussi pour Christine Delettre. Bon, très bien, merci beaucoup. Alors, après les conditions d'admission, de quoi on va parler? Eh ben, on va parler des dates de formation. La session CRH de 2022-2023 ouvre en novembre 2023. C'est une session de fin d'année. Les cours théoriques commencent le 6 novembre 2023 et se terminent le 6 février 2024. En temps plein, tous les jours, sauf le samedi, dimanche, bien sûr. Et puis, je vous ai inséré aussi des petites périodes de congé dans le calendrier parce qu'il faut aussi pouvoir se ressourcer, se libérer du temps pour réviser, pour travailler et garder aussi du temps pour
la vie personnelle, les loisirs, de façon à ce qu'on puisse vivre au mieux cette formation et aller au bout. Donc, la période de congé va du 18 au 31 décembre. Pour passer les fêtes de Noël en famille, c'est plutôt sympathique. Et il y a une journée de congé en janvier, c'est le 19 janvier 2024. Tous ces congés, si vous êtes en poste, tous ces congés devront être aussi positionnés auprès de vos employeurs. Et si vous passez via transition professionnelle pour faire votre demande de financement, ils devront être aussi posés auprès de Transition Pro et de tous vos organismes financeurs, quels qu'ils soient, de toute façon. Concernant le stage, il va démarrer dès le lendemain de la fin de la formation théorique, c'est-à-dire le 7 février 2024, et il s'arrêtera le 3 avril 2024. Voilà. Pour les dates des certificats de bloc, vous devrez nous contacter l'équipe des conseillères formation de façon à obtenir les dates, puisqu'elles seront intimement liées à la programmation, au planning des blocs de compétences. Voilà pourquoi je ne les ai pas aujourd'hui. Ensuite, combien ça coûte tout ça? Alors, le chargé des ressources humaines est un titre à 11 500 € net de taxes. Les frais de dossier, ce ne sont pas des frais d'inscription, j'insiste bien, ce sont des frais de dossier. Ils s'élèvent à 120 €. Et en général, lorsque vous participez à une journée porte ouverte, si vous déposez votre candidature le jour de la journée porte ouverte, à la journée porte ouverte, même si votre dossier n'est pas parfaitement complet, vous pourrez toujours envoyer le complément d'information, les pièces manquantes après, mais ce jour-là, les frais de dossier sont offerts. D'accord? Et il en est de même pour les tarifs des certificats. Il faut nous contacter, passer par les conseillères formation. Alors, bien sûr, l'offre de formation est éligible au CPF. Vous avez vos identifiants pour passer via le site moncompteformation.gouv.fr. Donc voilà, ça fait partie d'une des étapes, le financement dont je vous parlais tout à l'heure et qu'il faut anticiper, absolument pas négliger. Sur le tarif, est-ce qu'il y a des choses à... Vous avez des questions? Alors, même si vous me demandiez une réduction, je ne pourrais pas vous la faire. Mais si vous avez des questions par rapport à cela, alors sachez que, par exemple, si vous êtes en autofinancement, on peut échelonner vos paiements. On a le service qui s'occupe de vos conventions et factures. Voilà, on est suffisamment souple sur cela au cas où. Voilà, pour que vous sachiez. Alors, Annie Langlois dit « De mon côté, en poste jusqu'à février 2024, je souhaiterais accéder à la prochaine session en 2024. » Alors, pour l'instant, Madame Langlois, la session de 2024 n'est pas encore programmée, mais les dates, je ne les ai encore pas, mais sur CRH, on a normalement une session par an, donc ça devrait être l'automne prochain. Peut-être qu'on peut aussi... on ne sait pas sur ça, j'ai pas suffisamment l'information pour vous dire si on pourrait envisager une autre session dans l'année. Là, ce sont des décisions pour lesquelles je n'ai pas encore de réponse, mais d'accord. Ce serait la session de l'année 2024. Si vous souhaitiez accéder, ok. D'accord, donc ça, on le prend en compte. Et puis, une fois qu'il y aura un calendrier, on vous le fera savoir. Bonjour, auriez-vous une autre date de formation pour le début de l'année 2024? C'est Madame Degnaud pose la même question. Est-ce qu'on aurait déjà une session? Alors ça, là vous êtes en train de me dire qu'il faut que je me mette déjà à travailler sur le calendrier de 2024. Alors,
je vais le faire. Je vais m'empresser de travailler sur le calendrier de 2024 parce que la demande est là. Y a-t-il un tarif pour les demandeurs d'emploi? Demande Christine Delettre. Alors, le tarif qui est affiché est unique. Alors, si vous êtes en autofinancement, si vous envisagez un autofinancement pour votre formation, là, il faudra qu'on en parle, il faudra vous rapprocher, en parler avec votre conseillère formation. Mais le tarif, il n'y a pas de tarif à proprement dit pour les demandeurs d'emploi. Je pense que vous passez par Pôle emploi pour faire votre demande quand vous êtes demandeur d'emploi. C'est ce qui se passe sur les formations à temps plein, la majorité, la plupart du temps, la majorité des personnes qui sont demandeurs d'emploi passent par Pôle emploi, mais le tarif est le même pour Pôle emploi. Après, ce qui peut être envisagé, c'est simplement avec votre conseillère formation, voir s'il y a une possibilité d'un tarif, d'une réduction ou d'un tarif préférentiel, il faut voir. Mais là, moi, je n'ai pas de tarif spécifique demandeur d'emploi à annoncer parce qu'on est déjà sur le tarif net. Voilà ma réponse. Je ne sais pas si elle vous convient, mais c'est celle que j'ai à vous faire, en tout cas par rapport aux demandeurs d'emploi. C'est aussi Transition Pro hein, pour les demandeurs d'emploi. Ça peut être aussi Transition Pro. Je vous ai parlé que de Pôle emploi, mais ça peut être aussi Transition Pro. Alors, est-ce que Pôle emploi peut financer le reste à charge? Alors, si je me souviens bien, Pôle emploi prend une partie de la formation dans son dispositif de financement et il y a une partie sur le CPF aussi. Donc, voilà. C'est très souvent, quand Pôle emploi prend en charge la formation des demandeurs d'emploi, c'est quand même assez rare qu'il y ait du reste à charge, mais comme on immobilise à la fois le financement Pôle emploi et le CPF, il peut ne pas y avoir aussi de reste à charge. Donc c'est peut-être plutôt le CPF. Pensez à vérifier votre compte formation pour savoir ce que vous avez comme CPF, mais Pôle emploi le mobilise. En tout cas, et Transition Pro aussi le mobilise. Alors, qu'est-ce que j'ai encore comme question? Y a-t-il des sessions? Alors, Ouda Mefta demande, y a-t-il des sessions de formation par bloc, certification qui démarrent prochainement? Alors, de toute façon, sur le titre que je présente aujourd'hui, le titre chargé des ressources humaines que je vous présente aujourd'hui, le premier bloc de compétences va démarrer avec le début de la formation, c'est-à-dire le 6 novembre. À l'instant, c'est le seul sur lequel je suis assez sûre de la date de début. C'est le premier bloc de compétences qui va commencer avec le début de la formation. Par contre, les autres, je ne sais encore pas, parce que ça nécessite que la planification détaillée soit faite. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Seul le calendrier existe. Et si on va un peu plus loin, des blocs de compétences sur d'autres titres, oui, aujourd'hui, il y en a qui existent, qui sont ouverts, qui ne concernent pas le chargé des ressources humaines, mais il y en a sur le responsable de la gestion des ressources humaines, le Bac plus 4, et le manager des ressources humaines, qui est le Bac plus 5. Donc, si vous êtes intéressé par un bloc de compétences autre que celui du titre CRH, le titre qui va le plus se rapprocher, ce serait le RGRH, vous pouvez en parler aussi à votre conseillère formation qui vous donnera les dates. Mais en tout cas, sur CRH, une chose est sûre, le premier est celui du 6 novembre qui va s'arrêter, qui va se terminer, je ne sais pas vous dire quand, en tout cas, je sais vous dire quand est-ce qu'il va commencer, puisqu'il est lié au début de la formation. Alors, Monsieur Rally,
Pierrick Ralit a posé une autre question. Depuis je vois toute la question, je ne dirais pas. Combien y a-t-il de candidatures retenues pour l'accès à la formation? J'ai pas de nombre limité. Par contre, une chose est sûre, c'est que en dessous de certain nombre de personnes, de candidats, de stagiaires inscrits, de candidats inscrits, c'est sûr que pédagogiquement, la dynamique de groupe n'existera pas et au-dessous d'un certain nombre, d'un certain effectif, on ne peut pas ouvrir. Mais je serais ravie d'avoir une session à 15, 16, 20 personnes, ça m'irait bien. Mais c'est plus facile de faire des travaux de groupe quand on est suffisamment nombreux. La dynamique de groupe est plus importante, mais en imaginant qu'on est 5, qu'on soit 5, en imaginant qu'on soit 5, si parmi les 5, il y en a 3 qui sont absents, là, voilà, la réponse, elle est... voilà, elle parle d'elle-même, ça fait que le groupe n'est pas dynamique. Alors, Oudam Afta demande, je comprends bien la formation démarre par le premier bloc et une fois validé, on passe au deuxième bloc. Oui, c'est tout à fait ça, Madame Mefta. Les blocs de compétences se suivent les uns après les autres. Alors, j'ai pour habitude de ne pas laisser mes stagiaires passer au deuxième bloc sans avoir validé le premier, mais ça peut arriver. C'est juste pour vous faciliter les choses, mais les choses s'enchaînent. C'est-à-dire que si votre premier bloc se termine, je vais dire n'importe quoi, le 15 novembre ou le 20 novembre, le bloc d'après, il enchaîne. D'accord? Donc, il n'y a pas de rupture entre les deux. La seule chose qu'il y a entre chaque bloc, c'est l'évaluation et des fois même, l'évaluation d'un bloc peut déborder sur le bloc suivant, mais tout s'enchaîne. D'accord? On ne dit pas, si vous n'avez pas validé le premier bloc, vous ne passez pas au deuxième bloc, et si vous n'avez pas validé le deuxième bloc, vous ne passez pas au troisième bloc. On dit, il faut avoir validé la totalité des blocs, plus le dossier professionnel, pour obtenir le titre. D'accord? J'espère avoir répondu à votre question, Madame Mefta. C'est important. Hein. Tout s'enchaîne. Alors, Madame Langlois me demande, en général, les classes sont composées de combien de personnes? En général, on est sur des promos entre, on va dire, 15 et 20 personnes. Ça doit, c'est bien. Ça, c'est une belle promo. Ça peut être un peu en dessous. Ça peut être une dizaine de personnes. Mais voilà, il faut rester, pour être large, on va dire entre 10 et 20 personnes. C'est une belle promotion qui permet un échange, qui permet une vraie dynamique pédagogique. Voici. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Alors, je dois vous laisser. Vous savez, dit Aline Langlois, moi aussi, je vais devoir vous laisser parce que nous avons bien débordé d'un petit quart d'heure. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre écoute. Vous recevrez la présentation que je vous ai faite ainsi que l'enregistrement, si vous le souhaitez, par vos conseillers formation. Je vous souhaite une bonne préparation de votre projet de formation et espère vous voir dans nos locaux en salle de cours pour suivre ce titre. Voilà, merci à vous et excellente fin de journée. Au revoir à tous.